21h15, la suite de ce grand JT sur CNews. Place au débat avec ce thème. Un an après sa sortie sur les Français qui détestent les réformes, Emmanuel Macron persiste et signe lors de sa visite. Aujourd'hui au Danemark, il a vanté les qualités des Danois, peuple luthérien ouvert aux transformations, par opposition aux Français, gaulois réfractaires au changement. Alors, à quoi joue Emmanuel Macron? Cette rentrée est déjà compliquée, il est vrai, pour le gouvernement. On en parle tout de suite avec nos invités, avec Agnès Evren. Bonsoir, vous êtes conseillère LR de Paris, vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture et de l'éducation. Erwan Balanant, bonsoir. Député Bodem du Finistère, et avec Yann Brossa, bonsoir. Adjoint du Parti communiste à la mairie de Paris en charge du logement. On parlera également tout à l'heure de ce camp de migrants, de cette mobilisation, de ce camp, contre ce camp de migrants qui aurait dû ouvrir aujourd'hui dans le 18e arrondissement de la capitale. On parlait des propos polémiques d'Emmanuel Macron, il les a tenus tout à l'heure au Danemark. Je vous propose de les écouter. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Encore que, Agnès Evren, êtes-vous surprise par cette déclaration du président de la République? Oui, je suis. Il y a un petit air de déjà-vu là. Il y a un petit air de déjà-vu et en fait, on a l'impression qu'Emmanuel Macron va de provocation en provocation. C'est vrai que la rentrée est quand même très très chaude, la situation économique est quand même assez désastreuse. Est-ce que ce n'est pas calculé pour vous en termes de communication, absolument, un geste encore une fois pour essayer de dévier l'intérêt des Français et faire un écran de fumée. Donc je pense que c'est un écran de fumée, mais cette phrase est totalement maladroite et déplacée. Écran de fumée pour Nicolas Hulot, c'est ça? Aussi. Diversion. Benalla, pour Hulot, il y a beaucoup à dire en effet. Pour tout ce package avec... rien ne va plus pour Emmanuel Macron. La ministre Nyssen, Erwan Balanant, c'est aussi votre sentiment? C'est un écran de fumée, c'est de la diversion ou c'est son profond sentiment sur cette culture française? C'est pas un écran de fumée, c'est l'utilisation d'un terme cliché. Franchement, si on passait à autre chose et si on travaillait et si on parlait un petit peu. Non mais je comprends bien que ça vous arrange pas. Mais... Non mais moi je suis pas, ça me choque pas. C'est une phrase, une petite phrase et la suite en plus contredit ce qu'il dit puisqu'il dit mais pas que et il continue et il dit justement que on a peut-être une capacité à changer aussi, mais c'est de la. Voilà, c'est de la phrase cliché. Ça ne vous avait pas choqué non plus quand il avait traité les Français de fainéants? Un peu plus. Il n'a jamais traité les Français de fainéants. De fainéants? Non, je crois pas, non. Si, quand même. Non. Ouais. D'alcoolique également, il les avait traités d'alcoolique également. D'alcoolique. Il y a un petit air de déjà-vu. 8 septembre 2017, je vous propose d'écouter. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas traité les Français de feignants à ce moment-là. Il a traité une partie des hommes et des femmes politiques qui n'avaient pas fait le travail qu'il fallait faire. Il faut reprendre la phrase dans sa généralité et dans l'ensemble du discours. Il ne s'adressait pas aux feignants. Aujourd'hui, c'est une partie des Gaulois qui sont réfractaires ou... Non, mais vous en conviendrez tous que... En France, à chaque fois qu'on fait des réformes, ça couine. C'est comme ça. Mais il n'y a aucun résultat, il n'y a pas de réforme. C'est comme ça. Au contraire. Donc on peut le dire. Il le dit d'une façon cliché. Peut-être que voilà, il aurait peut-être pas dû le dire. C'est difficile à défendre. Yann Brossa. Non, mais moi je ne partage pas du tout le diagnostic d'Emmanuel Macron. L'idée selon laquelle les Français seraient par principe hostiles à toute espèce de changement est une idée absurde. Les Français n'étaient pas hostiles au changement quand on a créé la sécurité sociale. Ils n'étaient pas hostiles au changement quand on a créé les retraites par répartition. Je crois en revanche qu'aujourd'hui les Français en ont effectivement ras-le-bol, qu'on leur demande en permanence de faire des sacrifices, alors même qu'une minorité se gave. Vous avez quand même filé 20 milliards d'euros de cadeaux aux plus riches dans ce pays et ça ne produit aucun résultat économique. Et la grande masse des Français, les classes moyennes, les salariés, eux, n'arrêtent pas de trinquer. Et d'ailleurs, les dernières annonces d'Édouard Philippe vont encore aggraver la situation de la grande majorité des gens. Donc ce que je pense fondamentalement, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis maintenant quelque temps, depuis l'affaire Benalla, est en train de perdre complètement les pédales et que la seule chose qu'il a à dire aujourd'hui, c'est de renvoyer la faute aux Français. La réalité, c'est que la faute, elle n'est pas aux Français,
C'est sa responsabilité à lui d'avoir mis la France dans cet état de Je colère. sens qu'Agnès Evren est prête à monter Oui, au créneau, mais juste absolument. avant, la réaction quand même. Non, mais je vais vous. Parce qu'en allez-y, fait, allez-y, aujourd'hui, je- Emmanuel Macron, il veut être l'incarnation de l'hyper-réformateur courageux. Mais quand on regarde concrètement, ce ne sont que des réformes Canada Dry, complètement cosmétiques, sans résultat. Regardez la situation aujourd'hui économique. La croissance est la plus faible d'Europe. Le pouvoir d'achat baisse, le niveau de vie Il ne faut pas des laisser plus Français de temps quand on baisse. entreprend les réformes. Ça, Ben ça prend voilà, un petit peu alors de temps. dans Ce ces sont cas-là, des pourquoi réformes est-ce que structurelles. Hein. Il se positionne comme l'hyper-réformateur courageux, sauf que concrètement, on ne voit pas les résultats. Et c'est ce que je souhaitais dire. C'est des Non, mais madame. c'est assez facile de critiquer des réformes en cours quand on arrive dans une situation, après 30 ans, de difficultés. Vous avez parlé tout à l'heure de la création de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle a été créée à un moment donné. C'était après la guerre. Les Français avaient effectivement été dans une autre situation que celle La d'aujourd'hui. France était en ruine. hein. Aujourd'hui, la France était en ruine. On avait une Aujourd'hui, dette qui la France- représentait 200% Ouais. du PIB. hein. Et ben aujourd'hui, la France n'est pas en ruine. On peut pas dire ça puisque c'est un pays merveilleux. Moi, je suis fier d'être français et fier d'être européen aussi. Mais nous sommes dans une situation de difficulté. Et cette situation de difficulté, il faut trouver un équilibre. Vous parlez des 20 milliards. On peut parler des 10 milliards de la taxe d'habitation qui vont être distribués. enfin, pour l'instant, on n'a Des rien 7 vu, hein. Des 7 milliards, vous verrez, les Français vont voir. En l'instant, on n'a septembre, rien ils vont recevoir en septembre Pour leur l'instant, taxe ils ont vu les d'habitation. sacrifices qu'ils ont fait Les depuis un 7 an. milliards d'exonération sociale sur les salaires, qui pour certains Français est une avancée sur leur pouvoir d'achat, et les 2 milliards Non, on qui ne peut sont... pas parler d'avancée, pardon. Non. Aujourd'hui, Le pour pouvoir cette d'achat année... recule Non, cette à année, cause c'est des faux. taxes et des impôts. Cette année, 250 €, même en prenant en compte la hausse du carburant. 250 € pour les Français cette année. Il y a les chiffres. Le pouvoir à un d'achat moment a baissé. donné... Les chiffres sont là. Le pouvoir, bien sûr que si. 250 €. Le pouvoir d'achat a factuel. baissé au premier trimestre 2017 Pour un- de 0,5%. Vous le savez, ce sont les chiffres, ce sont les chiffres de l'INSEE. Vous pouvez quand même pas contester Non, les sur chiffres l'année de l'INSEE. 2018, on sera à 250 Oui, enfin, € ça, supplémentaires. Pour l'instant, il baisse le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, honnêtement, je n'ai entendu qu'une seule chose tout au long de l'été. Tout augmente sauf les salaires et les retraites. Et en réalité, la grande préoccupation des Français en cette rentrée, c'est le pouvoir d'achat, parce que vous avez Voilà. fait le choix de sacrifier le pouvoir d'achat de la classe moyenne C'est et faux. des salariés de C'est ce faux. pays. C'est faux. Et d'ailleurs, les nouvelles annonces d'Édouard Philippe vont nous enfoncer Non, c'est faux. encore C'est plus faux. dans cette situation. C'est faux. Moi, je me demande vraiment pourquoi le timing de cette déclaration. On a vu déjà en début de semaine, lundi, que ça a été explosif avec la grogne des retraités qui étaient déjà pas contents l'année dernière avec cette hausse de la CSG. Cette fois-ci, eh bien, effectivement, il y a cette sur leurs pensions qui ne seront plus indexées sur l'inflation, ils sont très en colère. Et aujourd'hui, il y a cette déclaration. Alors on se demande forcément, est-ce que c'est pour faire un contre-feu après la démission de Nicolas Hulot, ou est-ce que c'est un message aux syndicats, puisqu'aujourd'hui les syndicats commencent à rencontrer Édouard Philippe. C'est une phrase dans un discours entier au Danemark où il fait une comparaison entre du système danois qui s'est réformé. Mais il ne s'est pas réformé en une année, le système danois. Qui n'est pas tout rose pour autant. Voilà, qui n'est pas tout rose pour autant. Et le Danemark n'est pas l'Eldorado, tout à fait. On a aujourd'hui une situation qui est une situation compliquée. Et cette situation compliquée, elle demande à être sur une ligne de crête, sur un équilibre. Et c'est la politique que nous menons depuis le début du quinquennat. Et je le vois d'ailleurs, cette ligne de crête. La preuve que nous sommes sur cette ligne de crête. D'un côté, nous avons la droite qui nous dit que nous n'allons pas assez loin, et d'un côté, la gauche qui nous dit que nous allons trop loin. Donc voilà, je pense que nous sommes sur le bon chemin, mais ce bon chemin a besoin de temps. Et le Brossard est sur le bon chemin ? Non, je pense qu'on est sur un chemin qui est surtout à la fois très injuste. Et vous savez, moi, je me souviendrai toujours de ce qu'un jour une femme m'a dit dans ma permanence d'élu. Elle m'a dit, vous savez, Monsieur Brossard, on n'a pas de vie de rechange. Et ce que vous êtes en train de faire avec cette accumulation de mesures, c'est que vous êtes en train de pourrir la vie de beaucoup de Français qui vont avoir de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Et puis surtout, on demande aux Français de faire des sacrifices alors même que cette politique n'est pas efficace. Regardez les résultats que ça produit. Ça produit aujourd'hui un chômage qui est à un niveau relativement élevé, une croissance qui est aujourd'hui relativement faible. Et donc, les Français ont le sentiment qu'on leur demande de se sacrifier pour finalement que ça ne produise même pas de résultats sur le plan économique. Donc, ouvrez les yeux, regardez ce que ça produit, regardez les souffrances des gens dans notre pays. Ils n'en peuvent plus de la politique que vous menez. Il y a un sujet, et nous au MoDem, on a un sujet effectivement sur les retraites et sur le seuil à trouver. Il y a eu la CSG. La CSG, c'est une mesure qui, pour moi, est une mesure de redistribution, puisque c'est ça la réalité de la CSG.
on a pris une certaine somme d'argent et on a redistribué, on a fait les exonérations sociales et là il y a un équilibre. Et on a décidé, ce gouvernement a pris la décision de mieux rémunérer le travail. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui est salarié voit son pouvoir d'achat baisser. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez Ce pas n'est pas augmenté le vrai. SMIC. Ce n'est pas vrai. c'est Nous vrai, n'avons on va pas sourire. augmenté le SMIC concrètement, mais du fait Ça, des c'est sûr. exonérations de Concrètement, il charges a pas été sociales, augmenté. les salaires augmentent. Et les salaires vont continuer à augmenter puisque c'est une mesure qui est une mesure aussi raisonnable et qui se fait dans le temps. Voilà. Agnès Evren. Écoutez, moi, ce que regardent en fait les Français, encore une fois, ce sont les résultats. Donc l'affaire Benalla, l'affaire de Nicolas Hulot, pour moi, tout ça, c'est epsilonesque par rapport à la situation économique et ce que subissent aujourd'hui les Français. Donc et pour vous, c'est le matraquage pouvoir d'achat des pour vous. retraités. Mais évidemment, cette rentrée qui est très chaude et très difficile, c'est le pouvoir d'achat. Il n'y a pas de matraquage des retraités. Mais bien évidemment, mais écoutez, pourquoi on est-ce que demande les aux sacrifices sont faits exceptionnellement sur les retraités? Ils en ont ras-le-bol. C'est pas Ils en ont exceptionnellement sur les retraités. Donc on et peut toujours effectivement, tous positiver les comme vous le Français faites à juste font titre, des... et à votre place, je ferai Ils ont pas l'air exactement très la même contents. chose. Sauf que moi, concrètement, je regarde les résultats et il se trouve que les résultats sont très mauvais. Et comment est-ce que vous pouvez justifier quand même qu'on gèle les allocations familiales alors que dans le même temps, vous avez supprimé l'ISF, ce qui coûte 3,5 milliards d'euros au budget de la France? Comment est-ce que vous pouvez justifier qu'on gèle les allocs alors que dans le même temps, on file un cadeau pareil à des gens qui, quand même, c'est pas le travail qu'on rémunère avec l'ISF. C'est quand même des gens qui, en général, ont juste bénéficié d'un patrimoine énorme alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Pas sur l'ISF qu'on a exonéré, justement. Bien sûr que si, Mais non, ce sont les propriétaires d'actions. Mais non, Enfin, mais- vous n'allez pas me faire croire que les gens qui ont des actions sont tous des gens qui travaillent à la sueur de leur front tous les jours. Enfin, il faut quand même être un peu réaliste. Non, mais ce sont aussi les gens qui ont travaillé à un moment donné. Oui, à un moment donné, oui. Les retraités aussi, vous voyez. Les retraités, entièrement d'accord. aussi. Et moi, les retraités, je suis C'est bien pour ça que je entièrement... comprends pas bien pourquoi est-ce qu'on gèle les pensions. Mais on les gèle parce que c'est un choix de rééquilibrer Un mauvais choix. pour les personnes qui travaillent pour les salariés. Aujourd'hui, un retraité qui va gagner 1 500 € par mois, c'est juste, on est d'accord. Mais imaginez un salarié qui gagne 1 500 € par mois. C'est encore plus juste, parce que lui, il a encore sa famille à élever, généralement, il n'est pas encore propriétaire, et il a tout un tas de charges que n'a plus le retraité. Celui qui avait un patrimoine de 3 millions d'euros et qui ne paye plus l'ISF. C'est un choix de favoriser le travail des Français. C'est un choix que moi j'assume. 20 secondes pour vous, pour conclure ce débat. Agnès Evren. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il faut reconnaître aussi qu'il y a une érosion de la crédibilité d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on le voit dans les sondages. Moi, j'avais plutôt un a priori positif, puisqu'en effet, il s'était positionné comme un hyper réformateur très courageux. Bilan des courses, on ne voit strictement rien venir. Et les Français, je vous assure, commencent à en avoir ras-le-bol et sont hyper lucides de tous les gestes de communication, et notamment d'ailleurs la démission de Nicolas Hulot est extrêmement emblématique. Quand il explique juste « non, je ne les ai pas prévenus parce qu'ils allaient me dissuader de démissionner », ça dit tout, en effet, du système de gouvernance d'Emmanuel Macron. Alors, vous avez là-dessus, sur cette question-là, Nicolas Hulot a aussi dit qu'il gardait toute sa sympathie pour ce gouvernement. Si, il aurait pu, à partir du moment où vous démissionnez, en plus, dans la façon dont il l'a fait, il aurait pu parfaitement sortir la Kalachnikov. Et vous voyez bien qu'il ne l'a pas fait. Je suis obligé de vous couper, on reste bien entendu ensemble avec vous tous les trois pour continuer à débattre. On a vu que le « en même temps » ne marchait pas forcément dans l'écologie, on l'a vu avec la démission de Nicolas Hulot. Est-ce que le « en même temps » marche pour la question des migrants? On a vu aujourd'hui que Emmanuel Macron s'opposait frontalement à Viktor Orban et à Matteo Salvini, l'homme fort italien. On en parle dans un instant, tout de suite. 21h passé de 32 minutes sur CNews. Bienvenue dans la suite du Grand JT. La deuxième partie du débat, on est toujours avec Agnès Evren, conseillère LR de Paris, vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture et de l'éducation. Erwan Balanant, toujours avec nous, bien sûr, député Modem du Finistère. Et Yann Brossat, adjoint PCF à la mairie de Paris, en charge notamment du logement. Le prochain sujet, le voici, un centre d'accueil temporaire pour les migrants devait ouvrir ce mercredi matin dans la cour d'un immeuble du 18e arrondissement de la capitale. Une décision prise sans consulter les habitants qui se mobilisent contre son installation. Ça se passe au 121 rue des Poissonniers. Écoutez, ces quelques réactions. Va nous amener l'insécurité, l'insalubrité et on n'en veut pas, tout simplement. On veut que nos enfants puissent jouer dans la cour. On peut pouvoir se réunir en tant que locataire tranquillement, sans avoir à ramasser des seringues, à faire la chasse à la prostitution et tout ce qui va avec. Ce que j'ai vu moi à la Porte de la Chapelle, ce que j'ai vu ici et ce qu'on vit depuis presque 3 ans maintenant, c'est quoi? C'est de la drogue. C'est de la violence, c'est des insultes. Ils viennent jusqu'à ma porte. Il y en a qui sont venus jusqu'à ma porte de chez moi frapper pour mendier.
Il y a des enfants, il y a des assistantes maternelles qui travaillent ici, qui risquent de perdre leur emploi, parce que si les parents sont au courant, ils risquent de retirer leurs enfants. Donc je reprends mon travail lundi et je ne sais pas si la crèche va accepter ou les parents venir ici que je garde les enfants. Yann Brossa, que vous inspire cette situation? Visiblement, le bailleur de l'immeuble d'à côté n'était pas au courant, le maire du 18e non plus, la mairie de Paris l'était? Non. D'abord, je suis élu du 18e arrondissement et je connais un certain nombre d'habitants qui s'expriment dans cette vidéo. Il ne faut évidemment pas tout mélanger parce qu'on parle des seringues, de l'accueil des migrants, etc. Cela dit, moi je considère que nous devons en France être capables d'accueillir les réfugiés de manière digne. Mais on ne peut pas concentrer l'ensemble de l'accueil des réfugiés dans les mêmes quartiers. Dans le 18e et dans le 19e, quoi. Exactement. On parle là, en l'occurrence, d'un des quartiers les plus populaires de Paris. On est aux portes de Paris. Ce sont des quartiers dans lesquels on a entre 80 et 100% de logements sociaux. Et donc, à quelques encablures de la porte de la Chapelle. On est à quelques encablures de la porte de la Chapelle, effectivement, dans laquelle on a déjà eu beaucoup d'accueil de réfugiés. Et donc, à mes yeux, ce qui est prioritaire, c'est de rétablir une forme d'équité dans l'effort de solidarité. On ne peut pas demander toujours au même quartier de faire cet effort de solidarité. Et donc, je dis à l'État, non seulement que sa méthode est lamentable, parce que ne concerter personne, ne pas en parler aux habitants, ne pas en parler aux élus d'arrondissement. Il y a un problème dans le process, on a entendu que la préfecture était embarrassée. C'est n'importe quoi. Enfin, que le bailleur ne soit pas au courant. Enfin, c'est quand même une histoire hallucinante. Donc ça ne va pas. Mais par ailleurs, la question de fond, c'est la question de l'équilibre territorial. C'est pareil que pour le logement social. Il ne faut pas faire le logement social toujours dans les mêmes quartiers. Eh bien, l'hébergement d'urgence, c'est la même chose. Il faut le faire équitablement. Il faut que tout le monde soit mis à contribution et pas simplement les quartiers populaires. Et Erwan Balanant, il y a un problème d'équilibre territorial, il y a un problème de méthode surtout. La méthode, je n'ai pas les tenants et aboutissants. Donc, voilà. Mais par contre, sur l'équilibre, moi je suis entièrement d'accord avec vous et j'y vais même plus loin. Il faut même qu'on réfléchisse à l'équilibre sur l'ensemble des pays. Parce qu'on voit sur les territoires, à certains endroits, des migrants qui sont accueillis et ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'il n'y a pas cet effet de concentration. C'est la concentration qui est compliquée. La porte de la Chapelle, c'était la concentration qui était compliquée. La concentration et la communication, parce que là, on le rappelle, ils n'étaient pas au courant. C'est d'où ce bouclier. Alors vous voyez bien que cette situation des migrants, elle est compliquée à gérer. Elle est compliquée à gérer, on a des situations difficiles. Et il faut le faire, je suis entièrement d'accord dans la concertation. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec la préfecture, on va le connaître pas bien visiblement, mais bon, je n'ai pas les tenants et aboutissants. Mais ils ont du coup reporté l'ouverture et il va peut-être aboutir à une annulation. Il faut qu'on arrive à avoir une dimension territoriale sur l'ensemble du pays, parce qu'il y a des endroits en France où on manque même de main-d'œuvre. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça et il faut qu'on réfléchisse aussi sur l'attente des migrants avant leur accès à des papiers ou pas, qu'ils puissent peut-être même aussi travailler. Je pense que c'est toute une réflexion qu'on doit continuer à avoir. On l'a eu dans le cadre de la loi Asile-Immigration qui a été beaucoup décriée mais qui apporte beaucoup de réponses sur tous ces sujets. Agnès Sereine, comment avoir une gestion territoriale, comme le disait Erwan Balanant, sur tout le pays alors qu'on n'arrive même pas, j'ai l'impression, à gérer le dossier sur Paris. Vous savez, cette situation, elle dure maintenant depuis des années et depuis 2015. Et je trouve que ça a été très très mal géré par Madame Hidalgo, puisque d'ailleurs vous avez été complice, Monsieur Brossa, puisque Madame Hidalgo avait dit un jour... C'est la faute de la mairie de Paris, c'est la faute de la préfecture. Compétence de l'État. Non, mais attendez, Madame Hidalgo avait dit Paris peut accueillir tous les réfugiés absolument pas. du Vous monde. dites n'importe quoi. Vous aviez fait des tweets. On n'a jamais dit on peut accueillir tous les réfugiés du monde à Paris. Probablement, non, mais arrêtez, un appel d'air. Il faut être extrêmement humaniste. Il faut être extrêmement humaniste et il faut de la fermeté. Sauf que ça doit être géré à l'échelle francilienne et pas seulement parisienne avec les communes. Mais malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Donc vous pouvez difficilement dire que c'est une compétence de la ville de Paris. Je dis pas ça. Je dis qu'en effet, le préfet n'a pas prévenu. Madame Evren, vous voulez que je vous rappelle... Attendez, et les riverains ont été mis devant le fait accompli. Donc je comprends leur colère et je l'entends. Vous voulez que je vous rappelle que votre maire d'arrondissement, lorsqu'il y a eu des migrants qui se sont installés dans le 15e dans un gymnase, votre maire d'arrondissement, celui que vous soutenez, je crois, est allé mettre des coups de pied dans les baluchons de ces migrants. Ça, c'est pas admissible. Je suis d'accord avec vous. Ça n'est pas admissible. C'est le maire d'arrondissement. Moi, ce que je conteste, c'est l'absence d'anticipation et l'absence de gestion efficace de la part de la mairie de Paris quand il y a eu des camps de migrants. Mais pour revenir sur le fond, la réalité, d'abord, c'est une compétence de l'État et donc le rôle de l'État, c'est de faire en sorte qu'il y ait cet équilibre territorial. Deuxièmement, ce que je constate effectivement, c'est que quand il y a une prise en charge de l'accompagnement social, quand on ne concentre pas l'ensemble de ces hébergements au même endroit, ça se passe bien. Je veux dire, moi j'habite Montmartre,
qui n'est pas un quartier du même type que celui qu'on a vu à l'écran. On a installé un centre d'hébergement à 150 mètres de chez moi depuis maintenant 3 ans. Il y en a 200 qui habitent là. Ça se passe très bien. Et les riverains ne sont même pas au courant, pour la plupart, que ce centre d'hébergement a été installé. Mais il y a de l'accompagnement social. Il y a une association qui fait un travail remarquable. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir. Comme là, c'est ton placement. Il y a des associations qui effectivement, devaient s'occuper de ce centre d'accueil. Mais le problème n'est-il pas là ? Ce problème d'information, de communication, on a l'impression que c'est tabou. Non, mais là, en l'occurrence, le problème, c'est qu'on a tout concentré aux portes de Paris et qu'on a tout concentré dans les quartiers populaires. Et donc, il faut en finir avec ça. Il n'y aurait pas eu le même souci dans un autre quartier de Paris, vous pensez ? À partir du moment où les gens ne sont pas au courant, on sent qu'il y a un problème de communication je pense que entre là, la préfecture et entre la mairie d'arrondissement. Ces habitants-là considèrent qu'ils ont beaucoup donné. Et honnêtement, ils n'ont pas complètement tort de considérer qu'ils ont fait des efforts d'accueil déjà absolument énormes. Donc rééquilibrons tout ça. Ça pose bien la question des migrants, c'est une question difficile, c'est une question d'équilibre. Et c'est une question d'acceptation sociale, j'ai envie de dire, à certains moments, dans certains lieux. Et moi, je reste persuadé qu'il faut qu'on ait une grande vision d'une part en France de l'équilibre territorial et une vision européenne, ça fera peut-être la transition avec M. Salvini, sur la façon dont on travaille ensemble en Europe. Parce qu'on ne peut pas garder cette situation aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec ce processus de Dublin qui ne fonctionne pas. Effectivement, les Italiens, pour eux, c'est compliqué, c'est dysfonctionnel cette histoire. Donc il faut vraiment et c'est un souhait du président Macron, de remettre ces questions-là sur la table. Mais on voit bien qu'il y a des freins, et on voit bien qu'il y a des freins qui sont même plus que des freins, qui sont parfois des appels terribles du côté de chez Orban ou du côté de chez Salvini. Le Hongrois Viktor Orban et l'Italien Matteo Salvini qui ne souhaitent pas accueillir de migrants chez eux et ils sont allés frontalement face à Emmanuel Macron qui a tenu à leur répondre aujourd'hui depuis le Danemark. Écoutez. En matière d'immigration, nous demandons avant tout la coopération des pays limitrophes de l'Italie et de la France. Étant donné que le président Macron est au plus bas niveau de popularité chez lui et consacre son temps à donner des leçons au gouvernement étranger, le premier qui devrait faire preuve de sensibilité et de solidarité est le président français. Il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Et je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc s'ils ont voulu voir en ma personne leur opposant principal, ils ont raison. Voilà, Emmanuel Macron qui ne cédera rien aux nationalistes, il l'a déclaré aujourd'hui depuis Copenhague. Pour autant, la position de la France est-elle tenable ? J'entends par là, est-ce que la France n'est pas un peu hypocrite ? Moi, je vois la tactique d'Emmanuel Macron à quelques mois maintenant des élections européennes qui auront lieu dans 9 mois. En mai prochain. Sa stratégie est la suivante. Il cherche à structurer le débat entre les pro-européens, lui, et les anti-européens, Salvini et l'extrême droite. Et donc, il s'érige en héros des valeurs européennes qui seraient favorables aux droits de l'homme. Sauf que ça ne fait pas la maille. Ça ne fait pas la maille. Parce que quand on regarde la réalité de la politique française en matière d'accueil des réfugiés... Deuxième pays d'accueil. J'en termine. Quand on regarde la politique française en matière d'accueil des réfugiés, honnêtement, on n'a pas de quoi être fier. On a d'ailleurs vu un certain nombre d'images là qui ne témoignent pas du fait que la France serait exemplaire. On a aujourd'hui plus d'une centaine de gosses en centre d'hébergement. Tous les amendements qui ont été déposés à l'Assemblée nationale visant à en finir avec la présence d'enfants dans nos centres de rétention, tous ces amendements ont été rejetés par la majorité En Marche. Et donc, je ne vois pas comment on peut faire la leçon à Salvini dans ces conditions. Il faut comparer ce qui est comparable. Vous avez une situation en Italie, et on ne parle pas de tout. Là, il y a les migrants, et il y a des migrants installés en Italie avec des trafics de travail même. Je ne sais pas si vous avez lu l'article dans Le Monde, c'était hier ou avant-hier, où on voit des hommes qui vont chercher des migrants qui sont des véritables esclaves. On n'a pas ça en France. On a la situation, effectivement, qui est une situation pour moi délicate, même terrible, et moi je m'oppose à ça, et je suis un de ceux qui a le plus ferraillé dans l'hémicycle sur cette question, sur la question des enfants en rétention. On va travailler pour que ça finisse. On a un engagement, on l'a pris. Moi, je ne lâcherai pas là-dessus, effectivement. Agnès Evren.
Écoutez, moi, je suis très inquiète de cette situation parce qu'Emmanuel Macron se positionne dans un duel, dans un match face à Orban et Salvini. Et si jamais ce sont eux qui gagnent, c'est-à-dire que s'ils arrivent à faire une répartition des migrants État par État, et bien dans ces cas-là, ce sont les populistes europhobes qui vont gagner. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est une bonne tactique, en effet, de s'opposer à ces deux dangereux populistes. On sent que les deux camps ont mis ce marqueur important en vue des prochaines élections européennes qui auront lieu en mai 2019. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous dans le débat du Grand JT. Vous restez avec nous dans un instant. Ce sera les voix de l'info avec Sonia Mabrouk. Reste avec nous tout de suite.